Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc, quand elle revient de Nouvelle-Calédonie en France en 1880, c'est à ce moment-là que les anarchistes émergent véritablement. Ils vont se séparer des socialistes, des marxistes, enfin. Mais pendant très longtemps, elle a été, je dirais, elle a prêté notamment sa parole à tous ces groupes. Ce n'est vraiment que plus tardivement que elle n'a plus parlé que dans les groupes vraiment anarchistes. Mais ça ne la gênait pas d'intervenir pour tous les autres, parce qu'elle disait que de toute façon, socialistes, communistes, anarchistes, tout ça avait le même but. Voilà. C'est un état de justice. Donc elle écrit depuis toujours, quasiment, on peut Oui, dire. oui. Et alors, Oui. c'est pareil, j'ai appris grâce à vous qu'avec Victor Hugo, elle écrit très tôt, ils se connaissent depuis quasi toujours. Alors en fait, la première lettre qu'on a retrouvée, elle avait 20 ans. On n'a jamais retrouvé, on a retrouvé plus d'une vingtaine, même oui, je crois que c'est 25 lettres qu'elle a écrites à Victor Hugo. On n'a jamais retrouvé les lettres de Victor Hugo. Ouais. On a retrouvé des allusions qu'il avait reçues dans ses choses vues, dans ses carnets. La façon dont les lettres sont écrites, on comprend qu'effectivement il a répondu. Ce qui est certain, c'est qu'il est intervenu au moins 2 fois pour la faire libérer. Oui. Puis à nouveau pour qu'elle soit amnistiée. Donc c'est vrai qu'elle a eu des relations suivies avec Victor Hugo, au moins, je dirais, jusqu'en 1885, par là. Alors pour elle, c'était le poète, le meilleur des poètes. Oui, voilà, ils se ressemblent. Donc c'était son gourou. D'ailleurs, beaucoup de poésies de Louis sont inspirées de la poésie de Victor Hugo. Elle disait qu'elle avait gravé sur les rochers à Nouméa des vers de Hugo. On les a pas retrouvés, mais enfin... Dommage. Non, ça aussi, c'est vraiment dommage. Et l'inverse, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a été subjuguée par Hugo et que Hugo l'a défendue, a même écrit un poème sur son attitude lors de son procès après la Commune. Oui, absolument, effectivement. Elle a beaucoup d'amitiés très connues quand elle arrive à Paris. Finalement. Elle connaît tout le monde. Elle connaît tout Paris, mais comment ça se fait ? Est-ce que tous ces gens... Est-ce que Paris est si petit ? Comme dirait l'autre, Paris était tout petit pour nous qui nous avons un aussi grand amour. Mais... Oui. Non, alors d'abord, c'est vrai que les milieux, je dirais, socialistes, pour dire globalement, les milieux de gauche n'étaient quand même pas si importants que ça. Si on prend les anarchistes, ça reste des milieux extrêmement restreints, peut-être quelques milliers. C'est vraiment peu de monde. Bon. Mais elle a émergé, je crois d'abord à cause de sa personnalité. Parce que, d'abord, elle a été... une des rares femmes à vraiment faire le coup de feu pendant la Commune, puisque les femmes n'avaient pas le droit. Théoriquement, elles soignaient, elles aidaient, mais elles prenaient pas le fusil. Et elle l'a fait, elle a dit que ça lui avait plu. Et puis surtout, lors de son procès en 1871, elle a revendiqué ce qu'elle avait fait. Elle a dit que d'ailleurs, du coup, elle revendiquait d'être punie, d'être tuée. Tuez-moi, elle dit. Elle revendique la peine de mort. Bon, c'est vrai que le seul amour, sans doute, de sa vie, Théophile Ferré, vient d'être fusillé peu de temps après, pour sa participation à la Commune. Donc, elle est prête à aller au sacrifice, ça amplifie. Mais quand elle était ensuite en prison, il faut savoir que tous les ans, même à Nouméa, elle écrivait au président de la République et aux autorités judiciaires pour leur rappeler qu'ils avaient fait un crime et qu'elle se vengerait. Donc, c'est une femme qui a tout de suite frappé les esprits, soit qu'on la trouve complètement folle, soit qu'on dise quand même, quelle femme, etc. Et quand elle a été en Nouvelle-Calédonie, elle a beaucoup écrit, ses amis ont entretenu sa mémoire. La dernière année où il y a eu donc où les communards ont été amnistiés, elle n'a pas voulu rentrer en France tant que tout le monde ne serait pas rentré. Finalement, ce qui a précipité un peu son départ, c'est la maladie de sa mère, qu'elle voulait voir parce qu'elle avait peur qu'elle meure. Et donc, elle est arrivée en France, tout le monde parlait d'elle. Et il y avait près de 10 000 personnes à Saint-Lazare qui l'attendaient. C'est incroyable. Et là-dessus, elle a enchaîné les conférences partout. C'est une autre époque, c'est pareil. On n'a vu pas la télévision. Bien sûr, quand Hugo rentre en France, une fois que Napoléon III s'en va, c'est pareil, il y a des milliers de gens qui l'attendent à la gare. Enfin, c'est une autre époque, on ne se rend pas compte. Oui, je vous dis, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas...
les gens se déplaçaient, ils allaient voir. Si vous voulez voir, il y avait que ce moyen. C'est assez incroyable. Oui, oui. Elle est devenue une figure centrale assez vite. C'est ces excès, comme vous disiez Oui. un peu, hein, qui font sa personnalité. Oui. Quand elle veut aller tuer à Versailles pour aller tuer Thiers. Pierre, oui, et que ses amis l'en dissuadent, et que pour montrer qu'elle en serait capable, Elle y va à quand même. Versailles, elle achète le journal du jour pour montrer de Versailles, pour montrer qu'elle y a été. Incroyable. Et elle revient, ou comme après elle voulait tuer Gambetta. Elle est extrêmement violente dans ses paroles. Oui. Hein. Elle a quand même, bon, alors elle n'était pas en France, donc elle a pu le faire, mais elle était à ce moment-là à Londres. Elle s'était installée à Londres prudemment après 1890, parce qu'elle avait eu peur cette fois-là d'être internée en asile psychiatrique. Et elle a soutenu les attentats terroristes de 1892-95, y compris l'assassinat du président de la République de l'époque, Sadi Carnot. Oh, ouais. Hein. Donc vous voyez, ça a été très loin. Mais, et alors c'est le paradoxe de Louise, c'est qu'elle est violente en parole. Mais elle-même, à part le coup de feu, Oui, mais sans la commune, bien sûr. pendant la commune où elle tirait, elle disait qu'elle aimait l'odeur de la poudre, et elle n'a jamais tué personne. C'était au contraire une femme plutôt douce, entourée de chats. Je me souviens d'avoir lu, je n'ai plus les termes exacts, mais quand elle était à Londres, elle assistait à un congrès de végétariens. Et alors, un journaliste dit comment cette femme peut, comme ça, à la fois pleurer si on mange un poulet et proposer qu'on tue. Ça. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans cet aspect de sa personnalité. C'est assez incroyable.